Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Média. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Média, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Fanny Bozonnet, quelle jeune femme êtes-vous ? Je suis une femme qui a grandi en Savoie, à Aix-les-Bains. Les premières années de ma vie sont en banlieue parisienne, mais j'en garde très peu de souvenirs. Mais voilà, mes racines sont plutôt en Savoie, avec un parcours assez classique de bonne élève, je dirais. Donc voilà, collège, lycée, un lycée avec une spécialisation scientifique et un parcours plutôt tracé sur la médecine au départ. D'accord. Par goût ? C'était votre idée ou c'était un petit peu dans l'environnement familial ? Alors, c'était pas dans l'environnement familial, c'était plutôt quand on est en première, terminale S, on vous oriente un petit peu soit vers une prépa scientifique, soit vers médecine. Et donc, je m'étais dit, je vais faire médecine, je trouve ça plutôt intéressant. Ou prof ? Ou prof, ça a été aussi quand j'étais petite, un peu mais prof pas, de sport. Pas au lycée, pas au lycée. Pas au lycée, non, D'accord. pas au lycée. Et donc voilà, médecine. Et donc je m'oriente là-dessus. Alors finalement, je fais que 2 jours en médecine. Et je rentre très vite chez moi en me disant que c'est pas du tout ce que je veux faire. Qu'est-ce qui vous rebute à ce moment-là ? Je ne sais pas. Je pense que c'était un petit peu les changements aussi. On quittait la famille, on quittait le cocon familial. En plus, j'avais choisi de partir à Strasbourg, donc en l'occurrence, un dépaysement total. Donc, je ne sais pas pourquoi. Toujours à l'est, mais beaucoup plus au nord, voilà. Dans un autre contexte. Ouais. Et puis, non, je crois que c'est vraiment un déclic en me disant, c'est pas du tout ce que je veux faire, en fait, médecine. Et il m'a fallu, je pense, 1 an pour me repositionner un petit peu, savoir ce que je voulais faire. Profiter de cette année pour faire plein de choses, pour passer mon permis, pour me documenter. Et puis une idée qui me vient, le Sciences Po, avec au début l'idée peut-être de faire de la politique, pour mener des projets, pour changer les choses, en fait. C'était un peu ça au début que je voulais faire. Et donc je me mets à préparer les concours chez moi, par correspondance. Et puis je suis prise à Sciences Po Grenoble. Voilà. D'accord. C'est comme ça que je passe 5 ans là-bas. Et très vite, je me dis, non, finalement, ça sera peut-être pas la politique, mais ça sera l'humanitaire. Et donc, un master orienté là-dessus, avec toujours une thématique pour moi forte qui était l'enfance. C'est quelque chose qui revenait toujours un peu dans mes envies. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attendrie. L'enfance en difficulté et j'avais envie d'apporter ma pierre là-dessus. Et vous aviez, parce que l'enfance en difficulté, ça peut être très théorique, vous aviez un terrain, comme on dit aujourd'hui, vous aviez un contexte pour approcher ou appréhender les difficultés de cette enfance en difficulté ? Moi, j'ai toujours baigné dans cet univers un peu de l'enfance, puisque ma mère est enseignante. Enfin, globalement, dans ma famille aussi, il y a quelques enseignants. Donc c'est quelque chose qui a toujours été... chez moi, ça a fait partie de mon enfance et je pense que ça vient de là aussi, c'est sûr. J'avais moi-même donné des cours de soutien à des enfants et je pense que oui, c'était vraiment c'est aussi mon cœur qui était touché par ça et c'est des choses qui ont toujours fait partie de moi, je pense. Alors concrètement, comment ça se passe quand on se destine, parce qu'on ne sait pas finalement si vous allez franchir ce pas-là ou pas, Sciences Po, le master dont vous avez parlé, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, donc, ce master me fait découvrir le champ humanitaire et toutes les associations qui fourmillent dans ce champ-là, à l'international notamment. Et donc, j'ai un peu des expériences au sein de l'UNICEF au Canada. Et ça reste pour moi un moteur. Et je me dis, je sors de Sciences Po, je fais un stage à la Fondation Club Med,
pareil, qui a plutôt pour thématique de soutenir les enfants en difficulté, différentes associations, l'association Petit Prince notamment, qui aide les enfants malades, qui réalise les rêves des enfants malades, mais d'autres associations qui soutiennent les apprentis d'Auteuil aussi. Donc cette fondation, elle me permet d'être à la fois opérationnelle sur des projets vraiment vers l'enfance et en même temps d'avoir un pas dans l'entreprise. Expliquez-moi le pas dans l'entreprise, parce que je vois le terrain, je vois les enfants, mais le lien avec l'entreprise, là, je ne vois pas tout de suite. Eh bien, en fait, la Fondation Club Med, elle est portée par le Club Med, elle est portée par une entreprise. Et donc, à ce moment-là, je travaille avec une femme qui s'appelle Constance Nora, qui est la directrice, qui est la déléguée générale de la Fondation, et qui, elle, donc, on n'est pas dans une association, dans une ONG, on est dans une fondation d'entreprise avec des entrepreneuriales, avec à la fois une volonté de préserver l'intérêt économique de l'entreprise et en même temps de porter des projets associatifs. Et là, je découvre la RSE, je découvre plein de choses qui m'intéressent. Voilà. Et c'est quelque chose, j'y reviendrai plus tard, à cette fertilisation croisée entre deux mondes, l'entreprise et des projets humanitaires. Et à ce moment-là, ça me touche particulièrement. Pour vous, Fanny, ça vous semble une articulation absolument indispensable aujourd'hui de vie entrepreneuriale. Ça vous semble obligatoire aujourd'hui, cette articulation entre ces deux mondes ? Oui, je pense que c'est fondamental. En fait, je pense que le monde associatif aujourd'hui doit être gouverné aussi par des logiques entrepreneuriales, doit fonctionner comme une entreprise. En fait, pour moi, les moyens peuvent être dictés par des logiques d'entreprise et des fins très sociales, humaines. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que on ne peut pas faire de l'associatif qu'avec des bons sentiments. Je pense qu'il faut du professionnalisme, il faut de la gestion, du management. Est-ce que les acteurs de terrain sont prêts à l'entendre, ça ? Est-ce que c'est pas un peu une dichotomie ou en tout cas ou une rupture par rapport à un discours qui se veut vraiment très très terrain, je veux dire en grande proximité effectivement de ces difficultés, parfois même de cette misère, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que c'est facile ? Alors on va revenir, vous allez bien sûr nous raconter pas à pas ce parcours, mais est-ce que, parce que vous êtes armé, vous arrivez avec un certain background, vous avez fait des études bien particulières, vous avez cette envie, vous avez ce terrain familial qui est important, donc voilà, vous arrivez, je dirais, à assembler les différents morceaux du puzzle et à construire peut-être quelque chose dont vous allez certainement nous parler. Est-ce que c'est facile sur le terrain de faire entendre ces exigences entrepreneuriales, c'est-à-dire ces notions de bilan, ces notions d'objectifs ? Pas toujours, mais je dirais que c'est en train de changer. Je pense que de plus en plus, les acteurs aujourd'hui de terrain associatifs comprennent cette nécessité pour être efficaces et pertinents auprès des publics. Je pense vraiment que c'est une vraie tendance aujourd'hui. Mais enfin voilà, je dirais que ça fait même 2-3 ans. Je pense pas que ce soit plus vieux que ça. Donc on commence à le voir. Alors il y a bien sûr les grandes associations très structurées, les grandes ONG, Handicap International, etc., qui eux, n'ont pas le choix de toute façon de fonctionner comme ça. Mais je pense que les petites assos sont en train de le faire aussi, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est aussi une nécessité pour leur survie. Aujourd'hui, on a des financements publics qui diminuent sur le monde associatif et donc on doit aller chercher des fonds privés. Et les fonds privés, auprès des entreprises, les entreprises, elles attendent que derrière, il y ait une évaluation, qu'il y ait des résultats, des obligations de réussite et qu'il y ait une vraie exigence. Et donc, elles n'ont pas le choix. Elles doivent se conformer à ça pour perdurer, je pense. Alors, on va revenir sur le côté travaux pratiques de votre histoire. On continue juste à tirer le fil. Donc, étudiante, ça y est, vous avez trouvé votre orientation. On sent qu'il y a une quête de sens évidente. C'est un peu l'expression tarte à la crème. Mais en tout cas, c'est ce qui vous habite et c'est ce qui vous meut. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Après cette fondation, ou après, ou pendant, je ne sais pas, à vous de nous dire. Après, alors je pars faire un service civique au sein de Handicap International. Donc pendant 1 an, je suis à Lyon, donc au siège de l'association, où là je suis plus sur de la mobilisation, de la sensibilisation du public sur des projets menés par Handicap International, notamment au Mali. C'est aussi une expérience qui a été très forte pour moi, parce que sans être sur le terrain, on peut faire des choses en France, on peut faire du plaidoyer, on peut raconter ce qui se passe. Et puis c'est une expérience qui est très
polyvalente pour moi. On travaille sur de la communication, sur de la sensibilisation, mais aussi sur de la collecte de fonds auprès du grand public. Donc là, je découvre un autre univers qui est très ONG, en effet. Et ça me parle plutôt bien. Et en même temps, je découvre aussi qu'il se passe des choses en France. J'avais peut-être un parcours plus tourné sur l'international jusqu'à présent, avec l'idée aussi, je pense comme beaucoup de jeunes, à l'étranger, les pauvres petits-enfants en Afrique. Et là, je me dis aussi, à travers différentes actions que j'ai à ce moment-là, qu'il y a une vraie difficulté en France pour certains enfants, une vraie pauvreté, des vrais risques aussi, des vrais dangers. Et c'est à ce moment-là que je découvre aussi Apprentis d'Auteuil et que je démarre l'aventure chez Apprentis d'Auteuil en Île-de-France, qui est une expérience qui va durer pendant 4 ans et qui me marque profondément. Alors, vie parisienne, Apprentis d'Auteuil. Bon, là, on est plutôt dans un chouette quartier de Paris, il me semble, 16e, on est d'accord. Qu'est-ce que vous découvrez précisément là, chez les Apprentis d'Auteuil ? À ce moment-là, je suis en charge de la collecte de fonds sur l'Île-de-France. Donc là encore, on a cette fertilisation entre le monde d'entreprise et le monde associatif. Et j'ai l'occasion, à plusieurs reprises, d'aller dans les établissements. Et c'est ça qui me plaît, de voir concrètement les projets qui sont menés et puis de côtoyer les publics. Et là, il y a une vraie émotion pour moi parce que c'est des enfants qui sont placés aussi, des tout petits, parfois des plus grands, des mineurs isolés. Donc une diversité. Apprentis d'Auteuil, c'est une belle maison qui a plus de 150 ans d'histoire et qui a une palette de métiers assez incroyable. Et donc, en effet, il y a des publics en difficulté de tout âge, avec plein de problématiques différentes. Et je suis assez fière pendant ces années-là d'aller le présenter auprès d'entreprises, d'aller chercher de l'argent, tout simplement, pour aller financer ces projets. De faire des événements, de sensibiliser le grand public, là encore. Question. Quelle est votre plus belle audace entre votre naissance et ce moment-là précisément ? Est-ce que vous en avez une en tête ? Est-ce qu'il y a un moment, vous avez osé quelque chose, vous êtes surprise vous-même ? Je pense que le moment où je décide quand je suis en master, organisation internationale, je décide à un moment donné de faire une partie de mon master au Canada et de partir. C'est pour moi une vraie aventure dans le sens où j'ai toujours été dans un environnement assez privilégié et confortable. Et c'est la première fois où je pars et je perds un peu mes repères. Et pour moi, ça a été vraiment une force après, une capacité pour moi de me montrer que j'étais capable de faire des choses. Je m'en sers toujours aujourd'hui quand, à certains moments, je me dis, allez, il faut peut-être y aller, il faut peut-être oser des choses. Et je repense toujours à cette période qui n'a pas été simple non plus, parce que voilà, on perd tout contact contact proche avec ses habitudes, en fait. Et c'est un moment qui a été assez fort pour moi. On met 8000 km de distance entre sa famille et soi. Ouais. Donc, ce que vous dites, ça va plaire à beaucoup de parents qui ont vu leurs enfants s'en aller loin, et donc c'est pour la bonne cause. Donc, après les Apprentis d'Auteuil, ou alors qu'est-ce qui se passe pendant les Apprentis d'Auteuil qui va peut-être dicter la suite ? Racontez-nous. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de participer au lancement de quelque chose. J'ai envie d'aller sur quelque chose de petit et d'aider au développement de quelque chose. Apprentis d'Auteuil, c'est très formateur, c'est des belles missions et en même temps, c'est une gigantesque entreprise finalement. Et j'avais envie d'apporter ma pierre aussi d'une autre façon, d'être peut-être plus impactante, d'être plus en proximité encore avec le public. Et puis à ce moment-là aussi, je rencontre quelqu'un dans ma vie qui fait que je décide de retourner en Savoie, qui est là où j'ai grandi. Voilà. Donc il y a eu plusieurs choses qui se concordent en même temps. Et je me dis que c'est le bon moment pour partir. Voilà. D'accord. Et vous avez quel âge à ce moment-là ? 27 ans.
Donc vous êtes encore une très jeune femme. 26, 27 ans, ouais. Très bien. Donc là, retour au bercail, en tout cas dans la région un peu d'origine, avec un autre projet. Donc, alors là, vous passez de la grosse structure à une plus petite structure. Il y a toute une génération qui a fait un petit peu l'inverse, qui a commencé petit et qui est allée vers plus grand. Donc, votre parcours est particulièrement intéressant et emblématique, peut-être, je pense, d'une génération. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la rencontre? Quel est le déclic? Et vers où on va? La rencontre, c'est André Payerne, qui est le fondateur de Ma Chance Moi Aussi. On m'oriente, quelqu'un d'apprenti d'Auteuil me dit « Tu devrais aller voir André Payerne. Il est en train de monter un projet un peu fou, un peu différent de ce qui se fait habituellement dans le monde associatif. Voilà, ça correspond assez bien à ce que tu as envie de faire, donc vas-y. » Et donc, je rencontre André Payerne, un personnage assez charismatique, un chef d'entreprise industriel dans la métallurgie, donc pour moi très très loin quand même du monde que je côtoyais jusqu'à présent, et qui me parle de Ma Chance Moi Aussi, qui est née alors depuis 3-4 mois, et qui a vocation à accompagner en France justement les enfants les plus en difficulté dans les quartiers prioritaires. C'est un projet qui me parle tout de suite, parce que je retrouve les deux choses qui me plaisent. Je retrouve d'abord cette thématique de l'enfance et en même temps de l'importance de les prendre en prévention. C'est aussi quelque chose que j'avais vu avant. Quand on accompagne des enfants qui ont déjà décroché, c'est très compliqué de les raccrocher. L'efficacité de l'action, elle est très très modeste. Et là, l'approche qu'il a de dire il faut les prendre en prévention à 5-6 ans, avant justement qu'il y ait ces décrochages, je trouve ça très pertinent. Et en même temps, il a cette approche très entrepreneuriale qui me parle forcément. Et puis il dit, voilà, moi on démarre là avec 16 enfants, et puis mon ambition, c'est la France. Et je retrouve une vraie volonté d'arriver à un but avec des moyens, avec des moyens d'entreprise, une vraie stratégie, un horizon, et puis tout est à construire. Et là, ça me plaît parce que je me dis qu'il y a en effet beaucoup, beaucoup à faire et que je peux apporter quelque chose de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc une belle rencontre, une belle intuition, sans doute une très belle énergie et des outils qui vous conviennent bien. Alors cette histoire, elle dure depuis combien de temps maintenant? Elle dure depuis 5 ans. D'accord. Alors racontez-nous. C'est une mission, on peut le dire aussi. Je ne sais pas si vous aimez une mission, ouais. Si vous aimez ce terme-là, qui vous conduit à quoi précisément? Puisque je pense qu'on doit vous attendre un peu sur le terrain, mais pas que, puisque vous savez aller chercher des sous. Donc je pense que ça doit être utile compte tenu de tout ce que vous nous avez dit. Racontez-nous un petit peu votre mission. Alors, j'arrive d'abord dans cette association pour aller chercher de l'argent, en effet. Et puis assez rapidement, au bout de 3-4 mois, je prends la direction de l'association, donc aux côtés d'André. Et donc, là où on m'attend, c'est sur la création d'un nouveau métier, en fait, qui est le métier de référent éducatif. On décide, nous, de prendre les enfants en prévention et de les accompagner pendant 10 ans, s'il le faut, à travers une prise en charge globale, éducative, pédagogique. Et notre cœur de métier, c'est ce référent éducatif qui est chez nous un salarié qui va accompagner un groupe de 12 enfants pendant 1 an, 2 ans, voire plus, et qui va coordonner tous les intervenants professionnels qui vont agir auprès de l'enfant. Et donc, la première étape, ça va être justement de créer ce métier, créer une ingénierie. Et là aussi, on est sur du vocabulaire d'entreprise. Et là-dessus, c'est vraiment un des points sur lesquels insistait aussi André Payerne et qui me plaisait beaucoup. Et donc, on crée ce métier et puis on commence à développer, tout simplement. On a démarré à Chambéry, on a ouvert à Albertville, à Aix-les-Bains. Aujourd'hui, on a 8 établissements. Donc, il y a d'abord cette logique de développement. Et puis après, il y a aussi, en effet, aller chercher de l'argent quand même, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Et développer les fonds privés, les fonds publics, pour mener à bien ces projets. Et puis, avec un horizon qui est national. Donc, voilà, il y avait quoi faire. Alors, aujourd'hui, il y a combien de centres ou je ne sais pas comment vous les appelez comment d'ailleurs? Alors, on a 8 établissements. Vous parlez d'établissements. On parle d'établissements. C'est un vieux mot, ça, établissement. C'est un vieux mot, oui. Il y a état dedans. Mais c'est vrai, non, mais il faut se réinterroger sur cette étymologie. Il y a quelque chose de très ancré.
d'institutionnel. Très institutionnel, on est d'accord. Alors j'entends bien l'aspect structurel, j'entends bien l'envie, j'entends bien cette belle rencontre, donc la petite flamme, je veux dire, ou l'étincelle qui fait que tout ça fonctionne. J'aimerais entendre le quotidien, parce que inventer un métier, théoriquement, c'est facile à dire, comme disent les enfants, mais c'est moins facile à faire. Comment ça se passe? Et puis surtout sur le terrain, coordonner, c'est compliqué quand même, non? Il faut déjà savoir se faire reconnaître par les autres, ceux qui sont là depuis très longtemps, qui ont les 2 pieds dans la glu, si je puis dire. Complètement. C'est complètement. Les démarrages n'ont pas été simples. Quand on démarre l'établissement de Chambéry, on n'est pas forcément hyper bien vu, parce que on arrive, alors on est porté par un chef d'entreprise, dans le milieu associatif c'est pas commun, et puis on arrive avec un nouveau projet. Les écoles nous regardent un peu dubitatives. Les assos locales, en effet, implantées depuis un moment, se posent la question vraiment de pourquoi on vient finalement. Et puis à ce moment-là, je pense qu'on avait aussi un discours, nous, qui était peut-être trop audacieux, ou en tout cas à se présenter peut-être comme trop novateur, et on va un peu changer le monde. Un peu arrogant peut-être. Perçu peut-être comme tel en tout cas. Perçu comme tel. Et ça a été aussi pour nous de vrais enseignements. C'est-à-dire qu'après, quand on est arrivé dans d'autres villes, on est arrivé différemment. Mais c'est sûr qu'au début, c'est pas simple, parce que c'est un modèle qui est à mi-chemin entre l'animation et l'éducation. On n'est pas un accueil de loisirs pour les enfants, on n'est pas une école, et on n'est pas un foyer accueil protection de l'enfance. On est à mi-chemin, avec l'idée justement d'agir en prévention pour éviter que des situations se dégradent, pour éviter que des enfants aillent demain dans la protection de l'enfance. Et je pense qu'en France, on a aussi tendance à bien catégoriser les choses. Et quand on arrive avec quelque chose d'assez bizarre, qui bouge un peu les lignes, oui, c'est pas forcément simple. Il faut faire beaucoup de pédagogie sur le terrain. C'est parfois épuisant, parce que on a l'impression de toujours répéter, et il suffit qu'on fasse un petit pas de travers pour que tout le travail soit anéanti. Mais c'est très formateur aussi. Voilà. Alors face à vous, et je vous demande pas de faire la taupe, mais quand vous êtes sur le terrain, vous êtes face à des enseignants, face à des éducateurs. C'est quoi le moral de ces gens-là aujourd'hui? Dans ces endroits-là, en tout cas, quel est l'état d'esprit des gens? Est-ce qu'ils ont la pêche, tout simplement? Est-ce qu'ils ont encore des ressources? Est-ce qu'ils y croient? Et comment vous, en fonction de ce baromètre-là, vous arrivez à insuffler une énergie? C'est difficile de faire des généralités, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai manque de moyens qui est ressenti par tout le monde. De moyens financiers, j'entends, même de moyens humains. Il y a des choses qui ont bougé ces derniers temps, avec notamment dans les écoles un enseignant pour 12, ce qui permet de baisser un peu la jauge et d'être plus sur de l'accompagnement personnalisé. Malgré tout, il y a un vrai sentiment parfois, je pense, d'abandon dans ces quartiers. Les familles, c'est autre chose. Je pense que les familles se sentent totalement abandonnées. Mais en tout cas, pour les professionnels, il y a parfois du découragement lié à ce manque de moyens, et un peu, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, on ne peut pas tout faire. Voilà. Et en même temps, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives, et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans ces quartiers, justement des jeunes enseignants, avec cette volonté de porter autre chose. C'est eux parfois qui décident d'aller dans ces quartiers, et ils ont envie de donner d'eux, au-delà même de leurs horaires. Donc, je pense qu'il y a aussi un renouvellement dans l'enseignement, des pédagogies alternatives qui arrivent, ça c'est de façon plus générale même, avec une volonté d'apporter une aide bien différenciée à chaque enfant. Et parfois, ça se heurte à des logiques en effet de moyens. Après, dans le monde de l'éducation, monde des éducateurs, je dirais, on est plus éloigné de ce monde-là. Je pense que il y a un vrai enjeu là aussi de renouvellement. Il y a tout un travail de prévention de rue qui est fait. Mais nous, notre parti pris, c'est de se dire qu'il est presque déjà trop tard, en fait. Et là encore, d'où l'objectif d'agir le plus tôt possible. Et que réparer du décrochage, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, je peux comprendre qu'à un moment donné, des éducs aussi soient peut-être désabusés de tout ça. Alors,
Les familles que vous rencontrez, puisque je sais que c'est vraiment de l'intégration, c'est-à-dire que vous, non seulement vous parlez à l'enfant ou aux enfants, mais aussi à leurs parents, et puis aussi aux enseignants, aux éducateurs, bref, à toute une communauté qui est autour de l'enfant. Parfois, il y a des aînés. Parfois, il y a des modèles qui sont un peu contre-productifs par rapport à l'enfant. Comment on fait pour ne pas trop créer des segmentations au sein d'une famille ? C'est une question pas simple. En effet, c'est quelque chose qui aussi nous est beaucoup reproché parfois parce que on fait ce choix-là de suivre en prévention et donc en effet, les aînés ne sont pas forcément dans la boucle de toutes nos actions. De plus en plus, on a beaucoup appris de cette courte expérience malgré tout et on s'oriente de plus en plus vers du soutien à la parentalité de façon globale pour justement aider les parents dans leur mission globale de parents auprès de tous les enfants. Ça, c'est nécessaire pour nous. Et en plus, on va faire des actions où on va réunir les fratries, parfois. Après, on a tendance à dire qu'on ne peut pas tout faire non plus. Et que malheureusement, on ne peut pas être présent auprès du grand qui a déjà dérapé. On peut orienter la famille vers des soutiens autres. Mais nous, on a un métier qu'on sait bien faire, c'est auprès de ces enfants-là. Et je pense qu'il faut être aussi humble dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on peut faire. Alors, ma chance, moi aussi, aujourd'hui, c'est combien de personnes qui donnent de leur temps, ou je ne sais pas, comment ça se passe ? Vous êtes salarié, racontez-nous ça. Alors, on est 23 salariés aujourd'hui, 80% qui sont des opérationnels, donc qui sont au contact des enfants. Et on a aussi une 50aine d'intervenants qui sont soit des prestataires, soit des bénévoles, soit des vacataires chez nous, qui donnent de leur temps chaque soir pour faire soit du renforcement scolaire, soit des ateliers de théâtre, de musique, etc. Donc voilà, donc on est une grosse équipe. Et là encore, le parti pris, c'est de se dire on veut des équipes professionnelles dans leur domaine à chaque fois qui vont intervenir. Donc, en fait, on fonctionne avec très peu de bénévoles. Alors, comment vous les recrutez ? Comment vous les choisissez ? On les recrute d'abord sur des savoir-être. Ça, c'est important pour nous. On ne va pas forcément regarder tous les diplômes, les expériences, mais d'abord sur le savoir-être. Donc, les entretiens sont pour nous très importants. On a une culture d'entreprise qui est bienveillance, enthousiasme et exigence. Et c'est vraiment là-dessus qu'on se base. Alors après, bien sûr, il faut avoir quand même un petit peu d'expérience auprès des enfants, mais c'est d'abord ça qu'on recherche. Voilà. Et c'est pas toujours simple de recruter les bonnes personnes. Et je vous cache pas qu'avec le développement, c'est un vrai enjeu pour nous, parce qu'on commence à éclater un petit peu. On arrive en Île-de-France, donc voilà, c'est un enjeu fort. Ça nécessite, comme vous l'avez dit, un certain savoir-être, des savoir-faire sans doute aussi, des compétences, et puis il faut que ce soit dans la ligne de ce que vous souhaitez. Ouais. Et ça, c'est important. Tout à fait. En termes d'éducation, bon, on est quand même sur un terrain assez sensible, et assez, sensible, c'est le mot, je crois, touchy, j'allais dire, mais c'est un mot anglais que j'aime pas trop utiliser. Voilà. Vos résultats aujourd'hui, comment vous les quantifiez ? Est-ce que vous êtes content en général dans cette association du travail que vous faites ? Comment vous l'évaluez ? Alors, on l'évalue de deux types. D'abord, on a fait appel, on a une volonté de faire appel à un évaluateur externe. C'était important pour nous au bout de 4 ans d'expérience. Donc, l'année dernière, on a eu un cabinet qui s'appelle Socialab, spécialisé dans l'évaluation de l'impact social, qui est venu dans nos établissements. Donc ça, c'était une première étape pour nous. Et puis après, on a mis en place un référentiel d'évaluation. Aujourd'hui, oui, on est très content de nos résultats. On évalue 3 choses chez les enfants. La première chose, c'est tout ce qui tourne autour du scolaire, l'aisance scolaire. C'est à la fois l'acquisition du métier, du métier d'élève, de la posture, faire ses devoirs, d'avoir envie d'aller à l'école, de respecter son professeur, etc. Mais aussi, bien sûr, l'acquisition des savoirs fondamentaux. Le deuxième impact qu'on regarde, c'est plutôt ce qui est justement savoir-être, les compétences transversales, la confiance en soi, la gestion des émotions, qui aujourd'hui nous paraissent tout aussi fondamentales, parce que nous, on veut que ces enfants, demain, ils soient intégrés dans notre société et qu'ils choisissent leur vie, en fait, tout simplement. Et pour ça, il ne suffit pas d'être bon en maths, mais il faut aussi avoir confiance en soi. Il faut aussi savoir gérer des échecs, être bien avec les autres, être respectueux. Et ça, c'est important pour nous. Et le troisième impact, c'est le sentiment d'appartenance citoyenne. Parce qu'en effet, l'intégration pour nous, elle est au cœur du projet. Et ces enfants qui grandissent dans les quartiers, ils doivent demain pouvoir décider d'en sortir et s'intégrer pleinement en France, avoir des droits, des devoirs, qu'est-ce que c'est, être un citoyen. Voilà. Et ces 3 impacts-là,
On enregistre en effet de très bons résultats. Alors, bien entendu, nous, notre travail, il se fait sur 10 ans, peut-être. Alors, on verra selon les enfants. Mais au bout d'1 an, on a déjà des excellents résultats sur la posture d'élève, sur la confiance en soi, sur la gestion des émotions. Et pareil, l'acquisition des savoirs fondamentaux. On arrive parfois à redresser, en tout cas à permettre à des enfants qui allaient être en difficulté dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, à être dans le niveau demandé à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on les prend à 5-6 ans. On entend beaucoup de professionnalisme ou de technicité, donc c'est assez rassurant. Vous nous avez bien parlé de l'articulation avec les autres métiers de l'éducation, notamment les enseignants. Votre objectif, puisque vous êtes dans les objectifs, vous êtes dans la quantification, donc dans 10 ans justement, vous l'avez évoqué, c'est quoi ? C'est combien d'enfants avec de bons résultats, enfin les résultats que vous attendez selon vos critères à vous, qu'est-ce que vous avez objectivé ? Nous, notre critère, c'est que 90% de nos enfants réussissent leur vie. Alors ça veut tout et rien dire, réussir sa vie. Selon ce qu'on a instauré comme indicateur sur les 3 impacts que j'ai énoncés, c'est ça en fait. C'est pas forcément que ces enfants, demain, ils soient cosmonautes. Enfin, on veut juste qu'ils puissent choisir leur vie, choisir l'endroit où ils vont vivre, la personne avec qui ils vont vivre. C'est leur donner les mêmes chances qu'aux autres, le droit d'espérer une belle vie. Voilà. En tout cas, une vie qu'ils auront choisie. Donc d'en faire des petits audacieux, qui vont vraiment choisir les choses, et peut-être faire de temps en temps un petit pas de côté, qu'on n'attend pas. Exactement, et on essaye justement de former ce qu'on appelle nous des leaders positifs. Et il y en a besoin dans ces quartiers, des jeunes qui, demain, porteront des messages différents que d'autres leaders du quartier, avec une vraie ambition de réussite et des valeurs morales à déployer auprès de leurs voisins, de leurs frères, de leurs sœurs. Ça, c'est très important pour nous, en effet. Alors, je sais qu'il y a un lien entre votre association et Toutes à l'école, tout récent. On est évidemment sur une autre réalité, un autre pays, d'autres élèves, mais on entend beaucoup que ces élèves-là ont une vraie envie d'apprendre, notamment les petites filles, puisque Toutes à l'école, ce sont des petites filles, donc une vraie ténacité, une exigence vis-à-vis d'elles, parce qu'elles mesurent bien la chance qu'elles ont. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, par rapport aux enfants que vous rencontrez ? Est-ce que vous faites des parallèles ou vous avez vraiment le sentiment que c'est vraiment un autre sujet ? C'est sûr que les contextes sont différents, mais pour moi, l'action qu'on mène, elle est quasiment identique, en fait. Alors, bien sûr, Tina Kieffer, son association, elle va prendre une globalité, elle va être sur de l'école. Donc, nous, c'est pas le cas, on est vraiment en complément de l'éducation nationale. Mais on a cette même volonté d'approche globale, en prévention, sur de la longue durée. Ça, c'est exactement les mêmes actions qu'on va déployer et la même stratégie. Après, oui, les contextes sont différents. C'est-à-dire que nous, les enfants, restent quand même en France avec des problématiques, oui, de pauvreté, mais qui ne sont pas les mêmes qu'au Cambodge, avec des familles qui sont présentes. Alors, bien sûr, qui ne savent pas toutes parler le français, mais le contexte familial n'est quand même pas le même. Voilà, ça, c'est certain. Et pour en avoir beaucoup parlé aussi avec les personnes de Toutes à l'école, c'est vrai qu'il y a une vraie ténacité, une vraie rigueur, une vraie volonté de s'en sortir des petites filles au Cambodge qu'on retrouve parfois chez certains de nos enfants. Et on est un peu étonnés par ça parfois. Des petits qui ont de vrais potentiels et qui ne demandent qu'à être révélés finalement. Et vous êtes là. Et vous êtes là. Oui, on est là aux côtés des parents et ça c'est important pour nous aussi sûr. d'être dans cette logique de coéducation. Sans doute pour les parents aussi qui n'ont pas forcément toutes les réponses. Votre plus belle audace au cours de ces 4-5 dernières années, est-ce que vous êtes surprise à un moment donné, Fanny, à oser quelque chose, à vous dépasser, Est-ce que vous êtes surprise ? Je ne sais pas s'il y a un moment où j'ai une audace en particulier, mais j'essaye de me dépasser souvent dans le quotidien à plein de moments. Je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise, je dirais, pour parler de ma chance moi aussi. Et à chaque fois, de plus en plus, on me demande forcément d'être le porte-parole à certains moments, de monter sur scène pour présenter. Et à chaque fois, je prends beaucoup sur moi pour le faire. Et à chaque fois, pour moi, oui, c'est une sorte d'audace de le faire. Et en tout cas, je suis portée aussi par le projet. Et parce que je me dis qu'il y a tant de choses à faire qu'il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir rameuter un maximum de monde. En tout
cas, ça se sent pas. On vous sent très en maîtrise et très passionné. Donc là, de ce point de vue-là, l'exercice est totalement réussi. Dernière question, comment peut-on aider l'association ? Est-ce qu'on peut l'aider ? On peut l'aider, bien entendu, alors en faisant un don déjà, puisque c'est important pour nous sur le site de l'association, donc machancemoiaussi.org. Et puis après, on cherche toujours et encore des personnes pour nous soutenir, alors des entreprises bien entendu, mais aussi voilà, peut-être des gens, des bénévoles ou du mécénat de compétences ou des dons en matériel. Donc il ne faut pas hésiter à nous appeler, à nous contacter. On vous expliquera un petit peu tout ce qu'on fait, nos implantations et puis on peut toujours créer plein de choses avec ceux qui ont envie de nous rejoindre. Mais écoutez, merci Fanny pour ce bel enthousiasme. On en a bien besoin. Je rappelle qu'on est quand même dans un contexte très particulier qui est celui de la Covid-19. On n'en a pas parlé, mais j'imagine que ça bouscule quand même un petit peu les choses aussi de votre côté. Donc on vous souhaite une très très belle route et tous les objectifs que vous avez énoncés, on vous souhaite évidemment de les atteindre. Merci beaucoup Fanny, à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.